au nom de la lutte contre le terrorisme, des gens qui avaient envie de restreindre un petit peu les capacités d'action de groupes écologistes, par exemple, ou de certains qu'on va caractériser comme les Black Blocs, vont insérer des mesures, au fond, dans une loi antiterroriste qui cible plutôt ces acteurs-là. Et donc, quand on regarde la fabrique de la loi, pour le dire comme ça, on voit bien que cette extension du spectre qu'évoquait Antonio, elle est quand même assez largement recherchée par un certain nombre d'acteurs institutionnels. Vous commencez un peu l'historique, le livre, en 2015. Alors, vous n'allez pas parler que de ça et vous remontez aussi plus loin. Mais il y a vraiment pour vous cet épisode des attentats qui va beaucoup nous marquer collectivement. Et vous dites que ça va mettre en place le début d'un état d'urgence continu, en fait, d'une espèce de moment où on va pouvoir faire passer plein de lois, plein de décrets qui vont restreindre les libertés des associations. Et ça commence avec la circulaire Valls. Alors, en quoi est-ce que ça consiste et pourquoi cette année 2015 va être décisive selon vous ? Oui, 2015, c'est un tournant, et moi je pense qu'on n'a pas encore tout à fait pris la mesure de ce tournant historique dans l'histoire politique récente en France pour tout un tas de raisons, et notamment sur cet aspect-là. Alors, d'un côté, en fait, 2015, quand on s'intéresse aux associations, c'est un moment presque de reconnaissance unique dans l'histoire du fait associatif, avec cette circulaire Valls. Alors, Manuel Valls, alors Premier ministre, n'est pas forcément resté dans l'histoire pour ça, c'est un peu technique, mais cette circulaire, en fait, va reconnaître le rôle fondamental des associations dans la définition de l'intérêt général, va reconnaître que les associations ne sont pas que des prestataires, et qu'il y a des relations plus équilibrées, plus partenariales qui doivent se développer entre les associations et les pouvoirs publics. Et donc, il y a tout un ensemble. Ça rentrera pas véritablement en vigueur, mais c'est quand même une victoire quasiment à l'époque pour le mouvement associatif d'avoir cette circulaire qui va clarifier en fait aussi les relations financières en fait entre l'État et les associations. Le truc, c'est que la même année, il y a les attentats de janvier, Charlie Hebdo, et le Bataclan en novembre, qui vont se traduire, donc après novembre, par l'état d'urgence. Et ça va avoir des incidences par ricochet sur tout un ensemble de secteurs institutionnels, donc y compris sur la vie associative. Alors, on le voit très vite, l'état d'urgence, en fait, va y compris toucher des militants écologistes qui, à cette époque-là, il y a la COP 21 en décembre, ne vont pas pouvoir organiser tout un ensemble de rassemblements. Au nom de la lutte contre le terrorisme, il faut quand même le dire. Évidemment, il faut le rappeler, effectivement, c'est que cet état d'urgence mis en place pour lutter contre le terrorisme va se traduire petit à petit par une restriction des libertés publiques, notamment avec l'entrée dans le droit commun au bout d'un an et demi, en fait, via la loi SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, de tout un ensemble de mesures qui étaient initialement pensées comme provisoires et qui vont devenir le droit commun et qui vont s'imposer concernant le fichage des militants, par exemple, concernant des formes de surveillance, concernant le droit de manifestation, etc. Et donc, c'est ce qu'on essaye de retracer dans le début du livre, effectivement, c'est ce glissement législatif progressif, d'abord en direction, on pourrait dire, des formes les plus militantes de mouvements sociaux. Ça va être accentué avec le mouvement des Gilets jaunes, qui là aussi vers la loi qu'on a appelée la loi anti-casseurs, voilà, et qui va finir par toucher l'ensemble du monde associatif, puisque la grande loi, en fait, qui vient parachever, on pourrait dire, cette séquence historique-là, c'est la loi séparatisme d'août 2021 qui, là, au nom de la lutte contre le séparatisme islamiste, va impacter l'ensemble du monde associatif de façon tout à fait déterminante. Alors, on va faire un moment un peu théorique, mais c'est un moment qui me semble important parce que votre livre, il est précis, donne beaucoup de lois, des décrets, de citations, et il y a tout un chapitre où vous citez les principales lois et dispositions sécuritaires qui sont passées au cours de la dernière décennie. On va les mettre à l'écran et je vais les citer à l'oral pour qu'on se rende compte aussi de cet effet d'accumulation. Donc le 13 novembre 2014, il y a la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. 24 juillet 2015, loi renseignement. Puis novembre 2015, loi de la prolongation de l'état d'urgence. 22 mars 2016, loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités et contre les actes terroristes dans les transports collectifs. Juin 2016, loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Janvier 2017, loi égalité-citoyenneté. Février 2017, loi relative à la sécurité publique avec la création d'un régime unifié d'usage des armes
applicable aux forces de sécurité intérieure. En octobre 2017, loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, que vous venez de citer, SILT. Février 2018, nouveau plan de prévention de la radicalisation intitulé Prévenir pour protéger. Avril 2019, loi sur les manifestations dites la loi anti-casseurs. 2019, toujours création de la cellule Déméter contre l'agribashing. Mars 2020, loi créant l'état d'urgence sanitaire en plein Covid. Mars 2020, décret sur le fichage. Septembre 2020, nouveau schéma national de maintien de l'ordre. Mai 2021, loi sécurité globale, dont on a beaucoup parlé à Blast. 30 juillet 2021, loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Août 2021, loi confortant le respect des principes de la République, dite la fameuse loi séparatisme. Et janvier 2022, loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Ça fait beaucoup quand on met quand même tout bout à bout. Pour vous, quelles sont les conséquences de toutes ces évolutions législatives sur nos libertés et bien sûr sur les libertés associatives? Ouais, donc au-delà du fait que effectivement, c'est des lois qui font rentrer dans le droit commun des mesures qui étaient présentées comme exceptionnelles dans un premier temps, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi des lois qui ouvrent le spectre des personnes concernées et des champs concernés. C'est-à-dire que de là où les premières réformes pouvaient être sur la question des renseignements, de la justice, de la police, de la manière de traiter en fait les questions de terrorisme, en fait, on se rend compte que ça ouvre de plus en plus vers le tissu associatif, vers la loi séparatisme. Elle comprend des mentions aussi sur les questions de l'éducation à la maison. Et donc, voilà, on a un champ qui s'ouvre, en fait, au nom des politiques antiterroristes, on a un champ qui s'ouvre sur les questions de traitement antiterroriste de secteurs qui n'étaient pas du tout, en fait, concernés. Alors, tout ça, ça se fait sur fond sur une justification qui est que les mouvements terroristes ou les personnes qui passeraient à l'acte violent auraient un terreau qui serait propice en fait au passage à l'acte. Tout ça, c'est donc beaucoup mis en avant, beaucoup présenté comme ça, assez peu avec des données très claires et très établies. Mais donc, on justifie de s'attaquer, par exemple, au monde associatif, sous prétexte qu'il y aurait une partie du monde associatif qui porterait les personnes qui seraient un terreau pour le passage à l'acte violent. Et ça, on a très peu de données en fait là-dessus. On ne sait pas du tout, voire même les travaux en sciences sociales vont plutôt à l'encontre de ces thèses-là. Et donc, voilà, ce que ces lois font, c'est qu'elles ouvrent le spectre de la répression et qu'il y a des pans qui habituellement n'étaient pas concernés, qui deviennent concernés par les mesures antiterroristes. Après, il faut quand même reconnaître qu'on a subi des attentats sur le territoire français ces dernières années, qu'on a besoin de politiques antiterroristes et que tout le monde a envie évidemment, que ça cesse. Donc, comment est-ce qu'on... est-ce qu'on peut mener des politiques antiterroristes efficaces et encore une fois nécessaires tout en ne restreignant pas l'ensemble des libertés des associations où on le voit, les associations écolos, enfin des personnes qui n'ont rien à voir avec ça et qui vont être ciblées par ces mêmes lois? Je crois que l'effet d'accumulation et la liste en fait assez longue que vous avez citée témoignent quand même du fait que la fuite en avant législative ne répond pas complètement au problème d'une certaine façon et que il y a toujours besoin d'une loi en plus au fond pour aller plus loin. Après, vous avez raison de pointer qu'il est légitime d'essayer de lutter contre le terrorisme, la radicalisation, oui, c'est réel, etc. La radicalisation, mais bien sûr, par exemple. bien sûr. La question en fait, c'est est-ce que on lutte contre cela par de nouvelles mesures sécuritaires et est-ce que en étendant le spectre aussi large, ça a véritablement les effets escomptés? Ce qu'on essaie de pointer dans le livre, en fait, on est rentré assez loin en fait dans l'analyse d'une littérature grise, de rapports parlementaires qui ont précédé ces lois aussi, voilà, tout un ensemble de réflexions, d'experts, de hauts fonctionnaires, etc. C'est qu'il y a eu parfois des effets d'aubaine, en fait, d'une certaine façon, et la rencontre, en fait, d'agenda un peu, et donc, d'une certaine façon, au nom de la lutte contre le terrorisme, des gens qui avaient envie de restreindre un petit peu les capacités d'action de groupes écologistes, par exemple, ou de certains qu'on va caractériser comme les Black Blocs, vont insérer des mesures, au fond, dans une loi antiterroriste qui cible plutôt ces acteurs-là. Et donc, quand on regarde la fabrique de la loi, pour le dire comme ça, on voit bien que cette extension du spectre qu'évoquait Antonio, elle est quand même assez largement recherchée par un certain nombre d'acteurs institutionnels. Et moi, je ne crois pas, en tout cas, c'est ce que montrent les travaux de Sciences sociales, que c'est ça qui explique qu'on n'ait pas eu beaucoup d'attentats depuis. Ce que montrent les travaux, c'est que c'est aussi les services de renseignement en amont qui sont éventuellement menés, qui permettent de prévenir un certain nombre d'attentats. Et puis, par ailleurs,
c'est le travail aussi de prévention plus en amont. Prévenir la radicalisation, c'est d'abord permettre l'intégration, l'égalité. Moi, je pense qu'une mesure qui serait efficace de ce point de vue-là, et là je renvoie plutôt à mes travaux sur ces questions-là, c'est la lutte contre la discrimination et l'égalité, la meilleure façon pour éviter que les gens s'engagent dans des trajectoires de radicalisation, quoi. Et juste là-dessus, en complément, c'est effectivement, quand on regardait les comptes rendus, par exemple, des réunions inaugurales de mise en place de la loi séparatisme, on se rendait compte que dans les discussions des parlementaires, en fait, il n'y avait donc pas de quantification, c'est-à-dire on s'attaque aux associations au nom de la lutte antiterroriste, mais on ne sait pas combien d'associations sont concernées réellement, donc pas de quantification. Et puis même une définition très floue, alors c'est les séparatistes, les communautaristes, les terroristes, et en fait dans les éléments qui étaient partagés en fait par les parlementaires, on avait tous ces mots qui arrivaient, et donc on avait affaire à une nébuleuse, on comprenait plus très bien en fait cette loi contre qui elle était destinée. Ce que vous fustigez, vous, c'est le flou, finalement. C'est qu'en fait, il y a un flou qui est entretenu là-dessus, et donc qui fait que ces lois-là, elles vont s'attaquer aussi à des gens qui sont très très éloignés de tout passage à l'acte ou de tout acte terroriste. Et ça, c'est des mesures qui, à notre avis, sont complètement contre-productives. C'est-à-dire s'attaquer en fait à des gens qui ne sont pas du tout en lien avec les questions de violence, de terrorisme au nom de la lutte antiterroriste. Mais là, on est en train de faire que les gens soient complètement révoltés en fait par ces attaques-là et que se disent bon bah ici en fait on est réprimé alors qu'on n'a strictement rien fait. Et donc nous tout le travail qui est mené aussi dans l'analyse notamment autour des cas d'associations musulmanes ou pas revendiquées comme musulmanes, mais qui sont composées de musulmans. Et on avait fait un rapport spécifique un peu sur cette question. On prenait 20 associations et on se rendait compte que il y avait des répressions envers ces associations, mais que ce qui leur était reproché, soit n'était pas vrai, c'est-à-dire que ça ne s'était pas passé, on leur reprochait des choses qui ne s'étaient pas passées, soit les choses qui leur étaient reprochées sont des choses totalement légales, qui étaient complètement possibles. Et donc il y avait ouverture d'un centre social pendant le ramadan, organisation de débats en fait avec des imams, et en fait tout ça était complètement légal, mais on venait s'attaquer à ces associations-là sur ce principe-là. Et donc quand on s'attaque à des gens qui n'ont strictement rien fait d'illégal, et encore moins de violent, on construit en fait une défiance énorme envers la société française, la démocratie, et donc c'est complètement contre-productif.